Imaginez un robinet, un seul, 34 km de large. Et si on le ferme, un cinquième du pétrole mondial s'arrête. Les usines ralentissent, les aéroports ferment, les supermarchés commencent à calculer. Pas en Irak, pas dans un pays lointain, partout. En France, en Corée du Sud, en Inde. Ce robinet, c'est le détroit d'Ormuz. Et le 28 février 2026, l'Iran l'a fermé. Je crois qu'on n'a pas encore vraiment compris ce qui vient de se passer. Pas complètement. Parce que les médias ont parlé de frappes de missiles, de Khamenei mort, et c'est vrai, oui. Tout ça. Mais le vrai sujet, le sujet de fond, c'est que pour la première fois depuis l'embargo pétrolier arabe de 1973, l'ordre énergétique mondial vient d'être secoué dans ses fondations. Et là, franchement, ça mérite qu'on s'arrête. Revenons au début. Le conflit débute le 28 février 2026 avec une opération militaire conjointe américano-israélienne de frappe sur l'Iran. Du côté américain, ça s'appelle l'opération Fureur épique. Du côté israélien, l'opération Lion rugissant. Les noms donnent le ton. Le guide suprême Ali Khamenei est tué le premier jour de la guerre, 89 ans. 40 ans au pouvoir. Éliminé en quelques heures, lui, ses conseillers, sa famille proche, Ali Shamkhani, le secrétaire du Conseil de sécurité nationale, le ministre de la Défense, le commandant en chef des gardiens de la Révolution, tous tués simultanément. C'est une guide décapitation d'État. Pas une frappe chirurgicale, une décapitation. Maintenant, la question que tout le monde évite de poser, est-ce que Trump a vraiment voulu ça ? Est-ce qu'il a voulu cette guerre-là, à ce moment-là ? Selon le Washington Post et le New York Times, l'Arabie Saoudite et Israël ont fait pression de manière répétée sur Trump pour qu'il attaque l'Iran. Et il y a un détail qui dit beaucoup. Quelques jours avant l'attaque, des conseillers de l'administration Trump ont suggéré qu'il vaudrait mieux qu'Israël frappe en premier pour que les États-Unis aient une meilleure justification d'entrer en guerre après la riposte iranienne. Autrement dit, on a construit le prétexte. C'est pas une lecture complotiste, c'est ce que le secrétaire d'État Rubio a lui-même déclaré après. La riposte iranienne, elle, ne s'est pas fait attendre. Des centaines de drones et de missiles balistiques ont été lancés non seulement vers Israël, mais aussi vers les bases militaires américaines en Jordanie, au Koweït, à Bahreïn, au Qatar, en Irak, d'autres en Arabie Saoudite et aux Émirats Arabes Unis. Le quartier général de la 5e flotte américaine à Bahreïn, directement visé. Des explosions visibles depuis Manama. Et en parallèle, le corps des gardiens de la Révolution ferme le détroit d'Ormuz, faisant chuter le trafic maritime de 70% en quelques heures. Bon, et là on entre dans le vrai sujet. Le détroit d'Ormuz, c'est 20% du commerce mondial de pétrole transporté par voie maritime. Près de 20 millions de barils par jour. Et en 2024, 84% de ces expéditions partaient vers les marchés asiatiques. La Chine recevant à elle seule environ un tiers de son pétrole par cette route. La Chine. Voilà qui est intéressant. Parce que même lors de la guerre des 12 jours en juin 2025, l'Iran avait finalement renoncé à fermer le détroit, en partie sous la pression de Pékin. Cette fois, ça n'a pas suffi. Depuis le 28 février, 4 pays parmi les principaux producteurs au monde ont réduit ou complètement cessé leur production. L'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, l'Irak et le Koweït. Pourquoi ? Parce que leurs réservoirs sont pleins et qu'ils ne peuvent plus charger leurs navires. Le pétrole est là, il ne peut pas sortir. Le Brent dépasse $100 le baril le 8 mars, pour la première fois depuis 4 ans, atteignant jusqu'à $126 au plus fort de la crise. Et des économistes comme Olivier Blanchard évoquent un scénario central de prix durablement élevé, entre 150 et $200 le baril. Ce n'est pas de la science-fiction. C'est le scénario de base si la crise s'enlise. Maintenant, Trump. C'est parce qu'on ne peut pas parler de cette guerre sans parler de la contradiction fondamentale dans laquelle il s'est enfermé. Le 6 mars, il écrit « Il n'y aura aucun accord avec l'Iran, sauf une reddition inconditionnelle ». Le 7 avril,
il menace que toute une civilisation disparaîtra ce soir pour ne jamais renaître si l'Iran ne signe pas, et le 8 avril, il accepte un cessez-le-feu de 2 semaines, négocié par le Pakistan. Ce n'est pas une victoire, c'est une sortie de crise qu'on habille en victoire. Le cessez-le-feu a été négocié entre le chef d'état-major pakistanais Asim Munir, le vice-président J.D. Vance, l'envoyé spécial Steve Witkoff et le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi. Le Pakistan. Tiens, pas la France. Pas l'ONU, le Pakistan. Ce détail-là, il faut le garder en tête parce qu'il raconte quelque chose sur la recomposition des équilibres diplomatiques. Mais bon, soyons honnêtes. Ce cessez-le-feu, il tient à quoi? À peu de choses. Alors qu'Israël a soutenu l'accord américano-pakistanais, Netanyahou a précisé qu'il ne s'étendait pas à ses combats avec le Hezbollah au Liban. Or, les médiateurs pakistanais et iraniens affirmaient que le cessez-le-feu incluait bien le Liban. Contradiction dès le premier jour. Le conseiller iranien à la sécurité nationale a déclaré « Sans contrôle total du chien enragé de l'Amérique au Liban, il n'y a pas de cessez-le-feu, pas de négociation, et les missiles sont prêts à partir. » Les missiles sont prêts. Voilà la réalité du terrain le 8 avril et le détroit. Au 9 avril, aucun signe que le déblocage du détroit est en cours. Où des navires continuent d'être bloqués, les compagnies maritimes jugent le transit encore trop risqué. La Corée du Sud envoie un envoyé spécial à Téhéran pour ses 26 navires bloqués, dont des pétroliers. L'Iran réclame une coordination préalable avec ses forces armées pour tout passage. Ce qui était une voie internationale libre est devenu une voie sous souveraineté iranienne de facto. Ça, c'est un changement de paradigme. Alors, où va-t-on? Les négociations d'Islamabad commencent aujourd'hui, 10 avril. L'Iran arrive avec son plan en 10 points. Fin des attaques américano-israéliennes, garantie de sécurité, réparation de guerre, reconnaissance de la souveraineté iranienne sur le détroit d'Ormuz. Les États-Unis arrivent avec leurs propres exigences, démantèlement du programme nucléaire, limitation des missiles, sanctions en échange. L'expert iranien Trita Parsi résume bien la situation. Les pourparlers d'Islamabad pourraient échouer, mais le terrain a changé. L'échec américain a imposé sa volonté par la force, a émoussé la crédibilité des menaces militaires. C'est là le vrai bilan de ces 40 jours de guerre. Les experts interrogés imaginent un enlisement durable du conflit avec de possibles conséquences délétères pour les États-Unis eux-mêmes. Trump s'est retrouvé pris à son propre piège selon ses propres analystes. Un guide suprême est mort, son fils Mojtaba le remplace. Il est officiellement désigné le 8 mars par l'Assemblée des experts, 10 jours après la mort de son père. Le régime ne s'est pas effondré. La rue iranienne, elle, reste divisée. Certains voient dans ce cessez-le-feu une déception, l'absence de changement intérieur. Et d'autres sont soulagés par la pause dans les combats et une majorité exprime une incertitude profonde sur les conséquences domestiques à venir. 34 km, c'est la largeur d'Ormuz. Ce passage change la donne économique mondiale, renverse des régimes, piège des superpuissances. Et aujourd'hui, à l'heure où des délégations américaines et iraniennes s'assoient à Islamabad pour la première fois en face à face, pas via Oman, pas par intermédiaire, on ne sait pas encore si c'est le début d'une paix ou juste la pause avant la prochaine escalade. Ce qu'on sait, c'est que rien ne sera comme avant le 28 février